Vincent Santoul, chargé de mission au Césaire, chargé de mission économie, et j'accompagne la 3e commission économie emploi activité du Césaire. Ce webinaire est organisé pour promouvoir l'autosaisine du Césaire Centre Val de Loire, un écosystème industriel en transition, adopté en séance plénière de notre Assemblée en octobre dernier, octobre 2025. Ce document est accessible sur le site internet du Césaire à la rubrique publication. Donc, 4 parties sur ce webinaire-là. Une introduction du sujet par le président du Césaire, Pierre Laurent. Une présentation de l'étude et de ses 7 grandes préconisations par Déborah Sioux, qui est rapporteur de cette autosaisine. Un 3e moment avec le grand témoignage de Luc Bellière, conseiller Césaire, qui interviendra aujourd'hui au titre de son entreprise individuelle et du PTCE Percé 3C, qu'il préside dans le Gâtinais-Montargois. Enfin, une séance de questions-réponses de 15-20 minutes. Justement, vous pouvez interagir au fur et à mesure des échanges dans la conversation. Pour l'animateur que je suis, c'est beaucoup plus pratique, après beaucoup plus facile de lancer la séance des questions-réponses. Voilà, donc je donne immédiatement la parole à Pierre Laurent, président du Césaire Centre-Val de Loire, pour une introduction sur le sujet des industries en transition. Merci beaucoup, cher Vincent. Donc, Pierre Laurent, effectivement, et malgré les apparences, je vous dois des explications. Il y a un très beau dragon là derrière moi. Non, c'est plutôt un léopard. On m'a fait explication. Je suis en Normandie. Je suis à Rouen pour le réseau transnational Atlantique hier et aujourd'hui. Et je vous explique cela parce que, en plus du décor, malheureusement, je ne pourrais pas rester avec vous. Je vous prie de m'en excuser après mon introduction. Mais Déborah et Vincent sont les vrais spécialistes de la question et Luc. Donc, ils répondront très, très mieux que moi à vos questions. Mais je tenais bien sûr à être présent avec vous. Donc, je me suis un peu éclipsé là, de la séance plénière avec nos amis espagnols et des Césaires français pour venir vous rejoindre. C'est une question évidemment essentielle puisque, alors beaucoup d'entre vous le savent, mais ça se sait moins à l'extérieur de la région et c'est un problème aujourd'hui de communication. Nous sommes une grande région industrielle. Je dis nous, bien sûr, les acteurs du centre Val-de-Loire, tant si on regarde le pourcentage du produit intérieur brut, beaucoup plus que d'autres régions de taille comparable, et également en emploi. Nous sommes aujourd'hui une région faiblement peuplée, faiblement densément peuplée, comme la Bourgogne-Franche-Comté voisine, mais nous sommes une grande région industrielle. Alors, on en parle malheureusement plus quand il y a des drames industriels et humains. Je pense à nos amis du 41, à Poulain, je pense à Duralex, je pense à Brandt, évidemment, et peut-être demain, malheureusement, d'autres entreprises comme Microelectronics, ST Microelectronics, mais voilà, il y a des belles réussites dans cette région, tant dans le réseau des TPE, PME, dans la sous-traitance que dans les grandes entreprises. Si je dis pharma Vallée, cosmétique Vallée, armement, aéronautique, automobile, agroalimentaire, etc., etc. Le tissu est extrêmement riche et extrêmement diversifié. C'est évidemment une chance pour notre région, en particulier pour les jeunes de notre région. Et puis, ce qui est reconnu également par tous les acteurs, publics, privés, collectivités territoriales, États, entreprises, c'est qu'il y a un vrai esprit de coopération dans cette région qui est en particulier manifesté et incarné depuis quelques années par DevUp, qui est le bras armé de cette coopération et avec des résultats souvent efficaces. Il y a également, alors là c'est plutôt l'historien qui parle ici, une vraie tradition entrepreneuriale dans notre région avec des grandes réussites et pas uniquement, et ça c'est vraiment intéressant je pense pour notre territoire et l'exemple de l'illustration de Luc le montrera, pas uniquement à Orléans et à Tours, nos deux métropoles, puisqu'on oppose souvent ou on distingue souvent les deux métropoles qui effectivement ont un poids démographique et économique, universitaire aussi, et de recherche plus important que le chapelet des villes moyennes et petites, en particulier les préfectures de départements et les sous-préfectures. Il n'y a pas uniquement il y a eu MAM, bien sûr, à Tours, il y a Michelin, il y a eu John Deere à Orléans, De Logère, Servier, etc. Mais on retrouve aussi
de l'industrie. Alors, je regarde Luc, bien sûr, à Montargis, c'est bien connu, hein, avec l'aventure Hutchinson en particulier, mais à Blois, à Châteauroux, et même si on descend dans les villes moyennes ou sous-préfectures, à Vierzon ou à Dreux. Il y a un problème, je ne veux pas être trop long, donc simplement quelques points, hein, de visibilité et d'attractivité. Et ça, le rapport d'autosaisine qu'a piloté remarquablement Déborah le montre. Hein. Tout ce que je viens de dire n'est pas forcément su à l'extérieur et ça a un impact. Ça a un impact à la fois sur les investissements, mais aussi sur l'attractivité des métiers. Hein, la qualité de vie au travail est aussi améliorée à un moment où on est au carrefour des transitions, hein, transition bien sûr démographique, on en parle beaucoup aujourd'hui, on sait que notre région est très impactée par le vieillissement, hein, et n'a pas une attractivité énorme en termes de solde en termes de solde migratoire par rapport aux autres régions, alors que c'est vraiment ma conviction, mais je sais que beaucoup d'entre vous la partagez, quand on voit que les 3/4 des cadres franciliens ont envie de quitter la région parisienne, je pense qu'une bonne partie du territoire, voire tout le territoire régional du Centre-Val de Loire, a une carte formidable à jouer en termes de qualité de vie, de coût du logement. Je regarde mon ami Philippe Boal, hein, qui connaît bien ces questions-là. Honnêtement, je pense qu'on vit mieux à Chartres, à Blois, à Tours ou à Orléans qu'à Arpajon ou à Montlhéry. Hein. Bon, je n'ai rien contre Arpajon ou Montlhéry, et moins cher. Bon. Et puis, transition bien sûr numérique, transition environnementale, hein, avec un usage industriel bas carbone, et puis aussi des défis qui sont devant nous. Je pense en particulier, je parlais de sous-traitance, la sous-traitance automobile. Hein, quand on a des forces dans la région, on a eu des forces, je pense à Romorantin, voilà, avec Matra et la Renault Espace. On a encore des forces en diesel. Bon, il faut évidemment, et je sais que c'est en train de, bien sûr, de prendre ce tournant, aller vers l'électrique, c'est compliqué, l'hydrogène, il y a des expérimentations en lien d'ailleurs avec les laboratoires de recherche des deux universités de Tours et d'Orléans qui ont des forces remarquables dans ce domaine des énergies. Je pense également à nos écoles d'ingénieurs, Polytech Tours, Polytech Orléans, l'INSA, Centre-Val de Loire, Bourges, Blois. On a beaucoup d'atouts. Je terminerai peut-être là. Ça répond aux défis. Hein. On a un défi, et le rapport le montre très bien, de formation, de compétences émergentes à tout niveau, hein, niveau bac professionnel, niveau BTS et niveau bachelor d'IUT, niveau ingénieur, hein, aussi. On sait qu'on était en grave déficit, on en parle moins que des médecins et de la désertification médicale, mais on était il y a une dizaine d'années en grave déficit de formation d'ingénieurs. On le reste, mais la région a su faire vraiment une politique volontariste avec la création, à partir de pas grand-chose, de l'INSA Centre-Val de Loire, hein, pour venir compléter en vivier d'ingénieurs les deux polytechs des métropoles de Tours et d'Orléans. Et puis, on a la présence, je crois qu'on le dit pas assez, mais dans l'économie de demain et l'industrie de demain, c'est un atout formidable. On a tous les grands organismes de recherche français qui sont présents, je veux dire du CNRS à l'INSERM, en passant par l'INRAE, hein, avec 2 sites, près de Tours et à Orléans, avec l'EBRGM qui a son siège national à Orléans et les 2/3 de ses chercheurs à Orléans. Ce sont des forces considérables et je crois que, enfin je ne suis pas le seul, hein, beaucoup de rapports le montrent, on ne s'appuie pas assez dessus dans cette région, alors que voilà, c'est vraiment un atout exceptionnel pour nous. Donc il y a des défis à relever qui sont importants, mais je pense que nous avons tout à fait dans cette région capacité à les relever, et pas seulement dans les métropoles, en ayant un développement équilibré du territoire. Le président Bonneau le dit souvent, on a cette chance d'abord d'avoir gardé une région à taille humaine, hein, et où on peut se connaître, où on peut travailler ensemble pour mener des projets. On en mène en ce moment d'ailleurs, hein, cher Luc, sur le territoire de Montargis. On n'est pas en Nouvelle-Aquitaine ou en Auvergne-Rhône-Alpes ou dans le Grand Est où les gens ne se connaissent plus, hein, quand une région
fait 500 km nord-sud, ouest-ouest, ce n'est pas possible de travailler ensemble, mais on a une grande marge de progression. Je parlais aussi de l'agroalimentaire, hein, quand Marc Fesneau était venu à notre bureau. On est sous-développé, hein, on a une très grande région agricole aussi, on a une grande force industrielle. En revanche, l'agroalimentaire n'est pas assez développé dans notre région. Voilà, donc je vous remercie vraiment chaleureusement de votre présence et je remercie surtout Déborah et Vincent de la qualité exceptionnelle de ce rapport et Luc de son témoignage. Merci à vous et désolé de devoir vous quitter. Merci beaucoup, Président. Donc, je vais donner maintenant la parole à Déborah Sioux, rapporteure de cette autosaisine et vice-présidente de la 3e commission au Césaire. Et je vais diffuser le PowerPoint. Ah, je crois qu'on ne t'entend pas. Enfin, moi, je ne t'entends pas, Déborah. C'est mieux avec le micro pour… Ah oui, voilà. Merci, Déborah. Merci, Vincent. Bonjour à tous. Donc, le Centre Val-de-Loire, un écosystème industriel en transition, l'objet de cette autosaisine. Donc, l'objectif n'est absolument pas de vous présenter une vision théorique de la réindustrialisation, mais bien de partager un diagnostic objectivé des enjeux identifiés clairement et cette préconisation structurante pour accompagner ces transitions industrielles en région Centre-Val-de-Loire. Ce rapport, il est construit à partir de données économiques, sociales et territoriales, à travers d'auditions d'acteurs industriels et institutionnels et de l'analyse des dispositifs existants. Le premier constat posé, comme l'a évoqué tout à l'heure le Président, on a une région qui est vraiment une région industrielle, mais qui n'est absolument pas visible. Quelques chiffres. Vincent, tu peux avancer ou pas les diapos? Tu m'entends, Vincent? Ah, mais il a coupé son… Sur le contexte. Donc, les chiffres posés, nous avons un tissu qui est très diversifié, 13 filières structurantes, de l'auto à la pharmacie, du nucléaire au ferroviaire, une sous-traitance très puissante et 2 filières transverses qui conditionnent naturellement le reste de notre tissu industriel, qui est l'énergie et le BTP. Donc, il ne suffit pas de dire qu'elle est présente. L'industrie représente 7,2% de la valeur ajoutée régionale, 14,8% de l'emploi total, ce qui place la région Centre-Val-de-Loire comme 4e région la plus industrielle en termes d'emploi, au rapport du nombre d'emplois, nous sommes d'accord. Et donc 13 filières, comme je vous l'ai évoqué, avec 600 sites étrangers, ce qui représente 54 000 emplois. Naturellement, on y reviendra dans les préconisations. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une région d'industrie qui soit reconnue, durable et attractive, avoir l'importance d'un écosystème pour que les industries puissent y rester, se développer, mais aussi en assurer d'autres. Naturellement, cette industrie, elle traverse une phase de transformation profonde qui n'est malheureusement pas conjoncturelle, qui est bien structurelle et qui est portée par 3 dynamiques simultanées, la transition environnementale, la transition numérique et naturellement la transition en termes de ressources humaines. Cela redéfinit les conditions de la compétitivité, je vais y arriver, d'attractivité et de souveraineté industrielle au niveau national, mais aussi au niveau de notre région. L'enjeu central qui est posé par ces travaux, c'est comment faire de notre région Centre-Val-de-Loire une région reconnue à la fois des entrepreneurs, des investisseurs et des salariés. La question n'est pas de créer artificiellement une identité industrielle, mais bien de la rendre lisible et cohérente avec une réalité qui est déjà existante. Donc, ces 3 transitions qui sont à mener de front sont naturellement indissociables les unes des autres. Elles traversent également l'ensemble des filières industrielles et elles conditionnent
l'incapacité à se maintenir, à se transformer et à se développer. Si l'on prend en termes environnementaux, 17% des émissions de gaz à effet de serre sont émises par l'industrie. Malgré les objectifs ambitieux au niveau national, d'atteindre moins de 35% d'ici 2030 en termes de diminution de gaz à effet de serre, et jusqu'à une émission diminuée de 80% d'ici 2050. Il est clair que ces objectifs ambitieux impliquent une profonde transformation des modes de production, que ce soit en termes d'énergie, de logistique ou de l'usage de nos ressources. Et il est quand même vraiment indispensable de noter que cette transition, ce n'est absolument pas une option, mais bien une condition de pérennité industrielle. Concernant la transition numérique, qui est un levier de croissance, recouvre l'industrie 4.0 avec la modernisation des outils, la cybersécurité, l'usage de l'IA dans les process. Il y a un vrai potentiel élevé, mais il est clair que des écarts sont très importants de maturité entre les PME et les ETI. Concernant la question des ressources humaines, la question est centrale et les constats sont clairs. Les tensions sur certains métiers sont retrouvées et de manière très prégnante. Le déficit d'image persiste et les difficultés de recrutement sont à tous les niveaux. Les politiques publiques existent, mais le rapport est clair, il souligne la nécessité d'une meilleure articulation entre orientation, formation et emploi, et au plus près des territoires industriels. À partir de ces constats, le document propose 7 préconisations. Elles ne sont pas indépendantes les unes des autres, elles forment une trajectoire cohérente, hiérarchisée et pensée à l'échelle régionale. La première de ces préconisations, c'est de faire du Centre Val de Loire une région d'industrie reconnue, on l'a déjà dit, mais par les entrepreneurs. Et donc cela passe par l'installation d'une instance régionale de pilotage avec tous les acteurs. Une feuille de route pluriannuelle avec des indicateurs et une revue régulière de ces indicateurs. Ça passe également par le renforcement des actions de promotion menées par DESOP actuellement, mais aussi par un dialogue social plus prégnant au niveau régional et naturellement un suivi d'indicateurs plus forts en termes d'accès à l'énergie avec des indicateurs concrets, géothermie, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, en termes de première préconisation, il est vraiment important d'installer une gouvernance claire et partagée au service des filières et de leurs enjeux. La deuxième préconisation, c'est de concentrer l'effort public là où il crée des effets d'entraînement. En termes de compétences, de maillons manquants, de projets tracteurs pour assurer l'industrie de demain. Il faut arrêter le saupoudrage et s'orienter sur des études filières, État-région, pour identifier les maillons manquants. Il faut s'appuyer plus sur le territoire d'industrie, territorialiser et créer des outils vraiment dédiés, comme des fonds de roulement, une épargne régionale. Il faut donc renforcer vraiment les chaînes de valeur locales. Les deux préconisations qui suivent, la préconisation 3 et la préconisation 4, portent sur l'attractivité humaine de l'industrie. Sur la préconisation 3, c'est en termes de revalorisation des métiers. Recruter, c'est d'abord convaincre. Parents, adultes en reconversion, doivent devenir les alliés. Il faut passer de la découverte à l'expérience avec la visite, des stages en expérimentation et l'accompagnement aussi. Il faut vraiment relier orientation, formation et emploi via les territoires d'industrie. Quatrième préconisation, donc, on est sur, par contre, l'amélioration de la qualité de vie en partant du postulat que l'emploi attire, mais c'est la qualité de vie qui fait rester. Il faut vraiment travailler sur la santé, la mobilité, le logement, la culture. Et il est proposé de créer des maisons de filières, comme à Chartres, pour vraiment faire en sorte que l'industrie soit perçue comme un projet de territoire et non comme un outil de production. Il
faut faire des bassins industriels, des territoires d'accueil complets, dans la globalité. La cinquième préconisation, c'est une industrie à la fois décarbonée et décarbonante. La double action de décarboner les process, mais aussi décarboner l'usage. Il est proposé une clause donc, de décarbonation obligatoire dans toutes les aides publiques, de massifier ce qui existe déjà, le cap transition énergétique, et de relancer le fret en s'appuyant également sur nos atouts. L'objectif de réduire de 50% les gaz à émissions à effet de serre impose de soutenir vraiment une logique décarbonée, et notamment par rapport au modèle ferroviaire. La cinquième préconisation porte sur une empreinte foncière et matérielle. On ne peut naturellement pas parler d'industrie sans parler de foncier. Et il faut viser à concilier développement industriel, sobriété foncière et économie circulaire. Ça passe naturellement par la mobilisation des friches, la densification des zones existantes. Il faut étendre les EIT via les PTCE, et je laisserai tout à l'heure témoigner sur le fait que ça c'est faisable et surtout sur du long terme. Il faut vraiment développer le réemploi et remanufacturer. L'économie circulaire industrielle est un axe de développement. Donc, il est proposé vraiment de cartographier les friches et les bâtiments avant de s'étendre. On a l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas encore aujourd'hui, avec un objectif, plus de valeur ajoutée par mètre carré et plus de réemploi massif. La dernière préconisation, elle concerne le numérique et la cybersécurité en créant un chemin clair avec un chef de file. Il faut vraiment former les dirigeants à la cybersécurité et à l'IA industrielle, porter le GIP cyber-réponse sur la cyber, de manière à avoir un process clair, un parcours entreprise clair avec un diagnostic, le POC et un plan d'action pour accompagner les industries à ce niveau-là. Il faut jouer la productivité et la résilience en développant vraiment des collaborations intercluster autour de la data. Faire du numérique un pilier de souveraineté industrielle apparaît comme indispensable. Pour conclure, ces travaux proposent 7 leviers concrets, une vision commune d'accompagner l'industrie en performance, attractivité et durabilité. L'industrie comme mouvement d'avenir qui place l'humain, la sobriété et la coopération au cœur du développement régional. Voilà pour ce qui est relève du rapport, qui est naturellement beaucoup plus long que ça, et il n'est pas toujours évident de faire une synthèse rapide de tout ce qui a pu être évoqué et les travaux effectués par la commission. Et il n'y a rien de plus parlant que de démontrer par l'exemple ce qui existe. Et là, je donnerai à Luc la présentation de ce qui marche sur son territoire. Très bien. Merci beaucoup, Déborah, pour cette présentation. Donc, un petit échange avec Luc autour de 3 questions. Luc Bellière, donc dirigeant d'entreprise industrielle dans l'Est du Loiret, du côté de Montargis, et président du pôle territorial de coopération économique PERC3C, qui est actif aussi sur ce territoire-là, dont il nous parlera lors d'une 3e question. Première question, Luc, sur ton activité industrielle. Peux-tu nous présenter cette activité et pourquoi s'être localisée dans le Montargois et s'y développer encore aujourd'hui ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci Vincent. Alors, je suis à la tête d'un petit groupe de PME, Annabelle Group, que j'ai fondé il y a presque 20 ans, mais qui a repris et transformé des activités industrielles, qui étaient des activités industrielles, on va dire, de niche, et que j'ai
coordonnée pour répondre à une raison d'être du groupe, qui est de, effectivement, participer à la réduction de l'impact de l'industrie. Donc, dans ce groupe, nous avons par exemple Sofracer, qui conçoit, fabrique et vend dans le monde entier des viscosimètres de process. Ce sont des appareils qui permettent de contrôler la qualité de la matière en cours de production, hein. Donc ça va du pétrole aux cosmétiques, en passant par les encres, peintures ou l'agroalimentaire, c'est-à-dire contrôle de l'état de la matière, ce qui évite à la fois des surconsommations de matière, mais aussi ce qui évite des mauvaises productions, puisque c'est des contrôles en continu, et donc qui évite les rebuts. J'ai aussi créé une structure de vente de matériel et de mesure et d'analyse en continu, hein. C'est une externalisation du service commercial, mais donc on vend de l'analyse sur liquide, et donc c'est du contrôle de procédés, mais c'est aussi notamment du contrôle sur les rejets industriels et notamment les contrôles de pollution en continu. Donc les demandes chimiques en oxygène, le carbone total, la présence de métaux, la concentration de chlore, enfin, voilà, tous ces systèmes-là qui permettent vraiment de réagir en temps réel et d'éviter que les pollutions arrivent. Cette société s'appelle Anaël pour analyse en ligne. Et puis une société historique assez ancienne, Sofracer Maintenance, qui est sur l'efficacité énergétique. Et donc là, on va venir nettoyer les surfaces d'échange thermique. On va retirer tous les dépôts qui agissent comme des isolants, hein, le tartre, les suies. Et donc, on va ramener les installations à la fois sur une efficacité énergétique proche de la conception initiale et aussi, de cette façon, rallonger la durée de vie des équipements, ce qui réduit considérablement les impacts carbone des industries dans ces cas-là. Voilà, tout ça c'est rassemblé au sein d'un petit groupe partagé. Je dis partagé parce que, et on pourra en reparler, hein, j'associe des salariés en leur donnant des parts régulièrement, je l'ai fait de manière suffisamment originale pour que les parties prenantes les plus impactantes, et notamment les salariés, deviennent majoritaires des structures dans lesquelles ils travaillent. Donc ils sont porteurs de leur propre stratégie. Et au niveau du groupe, bah, ce travail de mise en commun de moyens que nous avons fait, hein, parce que du coup, les ressources humaines, la qualité, sécurité, environnement, enfin, toutes les fonctions support sont partagées au sein du groupe, ce qui fait que nous, dans nos comptes de résultats, on a ce côté coopératif, interstructure, on a des coûts de structure bien inférieurs aux sociétés comparables à la nôtre. Eh bien, on a décidé de le mettre au profit des sociétés du bassin, des créateurs d'entreprises du bassin. Donc, on a réaménagé nos locaux, on a créé un espace de coworking, qu'on est d'ailleurs en train d'agrandir en ce moment, puisqu'on a de la demande, hein. C'est un mini labo, on va dire, hein, puisque c'est le seul sur l'agglomération montargoise. Et on accompagne des créateurs d'entreprises, mais on accueille aussi, bien sûr, des auto-entrepreneurs, des indépendants, voire même des étudiants parfois en période de révision. Voilà, parce que c'est pas toujours facile de réviser à la maison. Et puis des associations. On accueille aussi beaucoup d'associations puisqu'on fait des tarifs très avantageux pour tout ce qui est l'économie sociale et solidaire. Et donc voilà la structure. Alors pourquoi s'être localisé dans le Montargois? Je suis un peu mal à l'aise avec cette question parce que moi je suis arrivé dans le Montargois pour reprendre une de ces activités qui était les conceptions de fabrication d'instruments de mesure, les viscosimètres, qui était dans le Montargois. Donc, mais historiquement, son créateur était un ancien cadre de Hutchinson. Donc, on voit le côté spin-off de Pierre Allaurent parler de l'importance de Hutchinson sur le bassin montargois. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très prégnant, toujours. Hein, il y a eu jusqu'à 5000 salariés. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 1500. Mais il y a aussi le centre de recherche Hutchinson Monde qui est basé à Montargis, enfin à Chalette-sur-Loing, juste à côté de Montargis. Et bon, bah, quand on a un gros industriel comme ça, on a de l'essaimage. Et de fait, cette activité-là a résulté d'un essaimage de quelqu'un qui avait développé des procédés au sein de Hutchinson et qui est sorti pour lui faire prendre de l'ampleur. Avantage, inconvénient d'être à Montargis.
moi, j'y vois un gros avantage puisque je travaille à l'international beaucoup, hein, puisque 90% de notre production de viscosimètres et même plus que 90% est exportée, principalement sur les pays industrialisés, mais c'est vraiment une solution qui était de niche au départ et qui se démocratise, donc c'est un marché qui est vraiment en croissance. Donc, on est proche de Paris, on est proche des aéroports, donc c'est vraiment un gros avantage, tout en ayant un immobilier vraiment très raisonnable, et même comparativement à Orléans, hein, l'immobilier n'a pas du tout flambé sur notre agglomération. Donc, on a une proximité. Depuis l'amélioration des connexions avec Paris par train, c'est vraiment très, très, très pratique. La ligne 14 aussi, Bercy, nous amène tout de suite à Orly, donc c'est aussi quelque chose d'extrêmement pratique. Même si nous, on a vraiment une stratégie de limiter énormément nos déplacements par avion, hein, on a vraiment une stratégie de réduire notre impact aussi au niveau de nos déplacements, donc on les limite, mais on ne peut pas échapper à un certain nombre de déplacements quand même. Mais on n'est pas du tout une société à prendre l'avion tous les mois pour aller au soutien de nos partenaires locaux. On s'autorise un long courrier par zone et par an, par cadre. Donc, vous voyez, si on va dans la zone Asie, on n'y va qu'une fois dans l'année. On s'arrange pour que tous nos partenaires asiatiques puissent être là. Et de la même façon sur la zone Amérique. Donc voilà, et en termes de recrutement, c'est parfois compliqué effectivement pour les cadres. Et Hutchinson en souffre beaucoup, mais pas que, hein. Les sociétés, les industries locales ont vraiment du mal à avoir de l'attractivité sur les hauts niveaux de qualification. Moi, je n'ai pas trop de soucis. Mais je pense que c'est par rapport à la façon dont on associe les gens et on les implique, on leur donne du sens. J'ai un très faible turnover, y compris sur des jeunes ingénieurs, y compris sur des informaticiens, qui pourraient gagner beaucoup plus en étant ailleurs, notamment en région parisienne. Alors, on n'est pas très loin, il y a une attractivité. Et puis, j'arrive à les fidéliser aussi en proposant des organisations un peu hybrides. Mon responsable R&D, qui était un ingénieur que j'ai embauché à la sortie de Polytech à Orléans, justement, qui est chez nous maintenant depuis plus de 15 ans, il y a... en 2018, sa famille, ses amis, en plus c'est un champion d'escalade, il a été 11 fois champion d'escalade de la région centre, tous ses amis se sont rapprochés des montagnes et il m'annonce qu'il allait partir pour Toulouse et donc je lui ai proposé de rester travailler pour nous et en télétravail et il vient une semaine par mois dans nos locaux et ça fonctionne maintenant depuis 6 ans. Ça fonctionne très bien. Et c'est une autre façon de fidéliser les compétences. Et c'est quand même un ingénieur dont le rêve était de travailler dans l'aéronautique et qui est sur Toulouse et qui continue de travailler pour nous. Vous voyez, donc ça m'a fait un peu peur, je vous le concède, mais ça fonctionne. Donc voilà. Et puis sur l'activité maintenance, le côté recrutement est assez intéressant sur le bassin parce que nous, on a vraiment une philosophie de former. Les gens, il n'y a pas d'école qui forme à notre métier, hein, l'efficacité énergétique sur les échanges thermiques. On est à chaque fois sur une niche. Donc, on prend des gens qui sont sans qualification ou des gens qui veulent changer de métier et on les forme. Et on a une philosophie, tous chefs d'équipe. Donc, on a une progression au fil des années. Et on offre des solutions à des jeunes qui sont sortis fâchés de l'école, mais qui ont une capacité de raisonnement et qui ont une envie à l'autonomie, hein, parce qu'ils sont vraiment leurs petits chefs d'entreprise à la semaine, puisqu'ils vont chez les clients faire les chantiers de maintenance qui durent sur plusieurs jours, souvent une semaine. Voilà sur cette première question, Vincent. Très bien, merci beaucoup Luc. Deuxième question, sur les relations avec les collectivités locales et régionales. Est-ce que ton entreprise a des liens avec les acteurs des collectivités et est-ce que tu as pu profiter d'outils profitant au développement ou à la transition de tes entreprises?
Alors, le lien avec les collectivités locales, peut-être que je vais le réserver sur la troisième question, puisque tu m'as dit que tu me parlerais effectivement du PTCE et des associations. Donc, en local, en stratégie locale de développement économique sur l'industrie, il n'y a pas une grosse visibilité, en fait, hein. Il n'y a pas d'action très forte, il n'y a pas de proposition. Donc, d'où la nécessité de créer quelque chose et on viendra sur la suite. Après, alors je vous ai dit que Sofracer, donc les fabrications, conception et fabrication d'instruments de mesure, les viscosimètres, euh, on est sur une niche. Nos principaux concurrents, qui souvent nous ont copié d'ailleurs, des petites structures, ont été rachetés par des gros. Donc aujourd'hui, on est face à une concentration dans notre secteur. Qu'est-ce qui nous permet de rester indépendant? C'est vraiment l'innovation. On dépense 20% de notre chiffre d'affaires en R&D tous les ans. Donc on bénéficie du crédit d'impôt recherche. Et surtout, il y a à des moments, à plusieurs moments maintenant, 3 fois, hein, où on a eu des grosses difficultés parce que des besoins de rupture, et notamment au moment du Covid, où le microprocesseur principal de notre carte électronique qui pilote nos capteurs était en rupture et qu'on nous annonçait 2 ans avant d'en récupérer. Là, à chaque fois, la région Centre, Val-de-Loire, a été là, avec le CAP R&D, hein, pour nous permettre de passer ces crans-là et d'assurer notre avenir. L'exemple que je vous donnais, on l'a subi. Les autres fois, c'était plus dans les développements stratégiques, où on a eu une stratégie de développement par briques d'innovation. Et ce qui aujourd'hui nous permet d'avoir énormément de flexibilité dans notre réponse aux besoins industriels. On a des petites briques de solutions et qu'on assemble. On a tout un éventail. Pour vous dire, notre viscosimètre de base, on a environ, si je combine les versions du capteur et des électroniques, on doit avoir environ 5000 versions possibles. Non, 5000, 500, pardon. Excusez-moi, j'ai un problème de zéro. Mais ce qui est déjà énorme. Et donc, en fait, on a 2 types de marchés. On a un marché qui est plutôt du prêt-à-porter, où c'est essentiellement sur de l'imprimerie, où tous les capteurs sont pareils. C'est un marché assez facile. Les prix sont vraiment tirés vers le bas. Mais notre technologie, c'est la plus fiable. Donc, il y a des gens qui fabriquent des machines d'imprimerie de qualité, préfèrent travailler avec nous. Et puis, on a tout un marché où on fait du sur-mesure. Et donc, on attend de connaître précisément le besoin du client pour pouvoir assembler toutes ces briques et solutionner. Donc, la région Centre-Val de Loire, par ce CAP R&D, nous a vraiment permis d'affronter l'avenir. Ce qu'on n'aurait certainement pas pu faire à un moment donné. Et ça a été beaucoup plus efficace que toutes les autres aides nationales qui ont pu exister, parce que c'est assez souple. Parce que on a fait du BPI, on a fait de l'Eureka, hein, le programme européen, mais c'est d'une lourdeur. Et pour faire ces programmes-là, il faut déjà avoir des aides pour pouvoir payer tous les gens qui vont gérer les dossiers. Enfin, vous voyez le truc. Là, enfin, je trouve qu'on est vraiment chanceux en région Centre-Val de Loire de par ce programme. Et pour avoir des entreprises innovantes, enfin, c'est un encouragement de se dire, bah, c'est jamais des sommes énormes non plus, hein, mais c'est vraiment souvent les effets de levier qui font que avec cette aide-là, on ose prendre le risque, qu'on n'oserait pas le prendre sans l'aide. Donc c'est vraiment l'effet de levier qui est majeur et qui fonctionne bien. Donc la stratégie de la région est déjà bien, mais Déborah l'a souligné, il y a des choses encore à faire, mais il y a vraiment il y a des choses qui fonctionnent très bien. Voilà. Très bien, merci. On fait une dernière question. Donc, pour se rapprocher du local, là, effectivement, le petit suspense qu'on mettait en place. Donc, tu as participé à la création du PTCE, du pôle collectif, du pôle territorial de coopération économique, qui est une structure de l'économie sociale et solidaire. Le PTCE PERC3C sur le territoire du Gâtinais-Montargois. Donc, pour quels apports
du côté des industriels et quels apports du côté du territoire et de ses acteurs? Ouais. Alors, d'abord, le PTCE n'est pas PRC3C. PRC3C, c'est une association. Voilà, alors on va corriger. Mais alors, tout d'abord, bon, vous avez compris que moi, depuis 25 ans que je suis dans le Montargois, et à la tête de l'industrie, j'ai vraiment envie de servir à quelque chose pour la société tout entière, donc de participer au changement de modèle, de dire, voilà, si on fait de l'industrie, à quoi ça sert, quels sont les objectifs, pour avoir des entreprises pérennes et robustes. L'idée, c'est pas de produire pour produire, hein, ce qu'on a pu confondre au XXe siècle. Hein, et une fois qu'on a produit, ben, on verra ce qu'on fait des produits et on créera le besoin chez les consommateurs pour pouvoir écouler les produits. L'idée, c'est plutôt de se dire à quoi on sert et comment est-ce qu'on peut modifier nos modèles économiques pour ne pas subir les mutations, mais pour les anticiper. Et pour ce faire, donc, j'ai créé cette association PRC3C, hein, qui est pour l'engagement, la responsabilité sociétale des entreprises, l'économie circulaire, coopérative et collaborative. Donc vraiment, le but, c'est d'aider les entreprises locales sur un territoire qui est quand même assez sinistré, hein, un territoire de sous-préfecture. Avec Vierzon, on est le plus fort taux de chômage de la région centre, mais parce qu'on a été les deux territoires les plus industriels en proportion de la population, c'est Montargis qui avait le plus fort taux d'emploi industriel dans la région centre. Et sans formation supérieure, donc malheureusement Pierre Laurent est parti, mais voilà. Et donc, une vraie problématique de conversion des entreprises, et donc de dire, bah, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on travaille ensemble, c'est toujours dans la nécessité qu'on crée les liens. Et donc, PRC3C, c'était vraiment ça, c'était de se dire, on va pas laisser les entreprises aller dans le mur, on va essayer de les aider à anticiper, à réfléchir sur leur modèle économique, à transformer, à réfléchir à l'usage plutôt qu'à la quantité, enfin voilà, et je dis souvent, enfin, ça m'amuse, hein, dans une vie précédente, j'étais professeur en école d'ingénieur et je faisais aussi du conseil, et il y avait une blague que j'aimais bien, mais qui symbolise beaucoup la pensée 20e siècle, le directeur de prod qui va voir son patron et qui dit, patron, on perd 1 euro sur toutes les pièces qu'on produit. Et le patron qui répond, c'est pas grave, on s'attrapera sur la quantité. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et en fait, arriver à convaincre que ce n'est pas le chiffre d'affaires qui compte, mais c'est bien la rentabilité, et c'est le service qu'on rend. Parce que quand on rend du service, on n'a plus de problème de marge. Enfin, vraiment, quand on est dans l'utilité, quand on est dans la valeur ajoutée vraiment de ce qu'on fait. Enfin, à partir du moment où on arrive à couvrir nos coûts fixes, bien sûr. Donc PRC3C, c'était ça. Et puis, donc, on a développé pour PRC3C, c'était le principe de dire on va faire de l'économie circulaire par la coopération sur le territoire. Et ça porte un autre nom, ça s'appelle l'écologie industrielle et territoriale. C'est comment est-ce qu'on met en lien localement les entreprises entre elles pour réduire leur impact, pour réduire leurs coûts. En fait, ce que je vous ai expliqué qu'on a fait au niveau du groupe, de ce qu'on a fait au niveau du groupe, qui finalement, aujourd'hui, on est dans un groupe d'entreprises indépendantes, mais qui choisissent de rester dans le groupe. Alors, les actionnaires pourraient se dire, on ne veut plus du groupe, hein, mais parce qu'il y a de la valeur, parce que ça réduit leurs charges, parce que du coup, ça augmente leur marge, et que ça augmente la rémunération de tous ceux qui participent à l'apport de la valeur. Et donc, si on l'étend à l'échelle d'une zone d'activité, si on l'étend à l'échelle d'un territoire, il y a de la valeur à aller chercher. Et donc, cette écologie industrielle territoriale, aujourd'hui, elle se concrétise par une plateforme qu'on a appelée Canal Eco, qui couvre tout le Gâtinais Montargois, où les gens peuvent mettre en ligne de la matière qu'ils n'utilisent plus, des machines qu'ils n'utilisent plus, des équipements, de tout type d'équipements, mais aussi des besoins et des formations. Donc, sur les formations, ça marche très bien. Alors, nous, on est un territoire où, si on veut envoyer des salariés en formation, il faut les envoyer à Orléans, Chartres, Blois ou Tours. Il y a
très peu de formations sur notre territoire. Et donc, si on est plusieurs entreprises et chacun envoie 2, 3 salariés, ça fait beaucoup de transport, ça fait du risque, du temps. Alors que si on fait venir le formateur, donc on arrive par ce système à mutualiser des formations inter-entreprises. Parfois, c'est assez surprenant de voir des entreprises de secteurs complètement différents qui ont besoin des mêmes formations spécifiques. Donc voilà, c'est très riche et ça fonctionne de mieux en mieux. Alors pour animer tout ça, l'ADEME initialement, mais là en ce moment la région Centre et les collectivités locales, hein, c'est-à-dire l'agglomération et les 3 communautés de communes autour, cofinancent PERC3C pour avoir un chargé de mission pour animer cette écologie industrielle et territoriale, donc qui va dans les entreprises et qui va voir les sources de valeur négligées, en fait, dans les entreprises. Des choses, alors je vous donne des exemples, hein, quelqu'un qui paye très cher pour faire enlever des mousses qu'il utilise dans son process, par rapport à, voilà, mais qui ne peut pas réutiliser plusieurs fois, et donc il a des très gros volumes, et à côté, des entreprises qui payent très cher pour faire venir des mousses, pour emballer des produits, voilà, donc nous, on les met en contact, et du coup, on réduit les coûts de chaque structure, et surtout, on réduit énormément le carbone. Alors, en plus, notre plateforme, elle a un calculateur carbone, donc des gens peuvent même le mettre dans leur rapport RSE, donc voilà, ce sont des choses qui fonctionnent. Alors ça démarre, hein, on l'a lancé au 1er avril dernier, donc on est encore en phase de démarrage, mais on a déjà quelques belles réussites à notre compte. Quand on a commencé l'écologie industrielle territoriale, donc en 2019, on a travaillé sur la question des déchets. Et puis on s'est dit qu'est-ce qui concerne tous les secteurs d'activité en déchets. Et on est tombé sur les équipements électroniques. Et on a fait une expérimentation avec des associations locales pour sortir de la filière déchets des ordinateurs qui pourraient resservir. Et notamment à l'époque, ça nous a permis de donner des ordinateurs à des jeunes qui ne pouvaient pas suivre les cours pendant le Covid, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur à la maison. Rien que ça. Et puis après, on a fait monter en compétence un chantier d'insertion pour le démantèlement des produits électroniques et la traçabilité de tous les déchets. Et donc, cette expérience-là, on a mis autour de la table des associations de citoyens, des associations d'insertion, des entreprises, et puis le SMIRTOM, collectivité. Et on a vraiment fait une belle réussite. On a fait des collectes jusqu'à 4 tonnes par collecte, enfin, de déchets. Donc, ça a vraiment très, très bien marché. Et puis, quand il y a eu le renouvellement des appels à projets du ministère pour un pôle territorial de coopération économique, nous, on s'est dit, ce volet coopération, on l'a fait pour ce chantier-là, on pourrait en créer une filière, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est de démultiplier les coopérations sur le territoire pour avoir parce que quand on met des acteurs ensemble, on a beaucoup plus d'efficacité. Hein, les chercheurs disent, pour 1 euro investi dans une coopération sur le territoire, c'est 3 à 7 euros de résultat. C'est-à-dire que on va dire, si on dit c'est 3 euros, en fait, il faudrait mettre 3 euros dans des structures indépendantes, financer 3 structures à 1 euro, plutôt que 1 euro dans cette coopération. Et on voit vraiment le résultat, parce que quand les structures se mettent ensemble, quand les associations travaillent ensemble, elles réduisent aussi, elles, énormément leurs coûts fixes. Et donc, c'est beaucoup plus efficace. Et donc, on a postulé. Et donc, ce PTCE s'appelle CIEL, pour Circularité, Inclusion et Économie Locale. Et voilà, ça fonctionne. Et ça fonctionne tellement qu'aujourd'hui, on est en train d'étudier la reprise d'une grosse friche industrielle en plein cœur de l'agglomération pour en faire un lieu d'entreprise partagée, d'usine partagée, où les différentes structures de l'économie sociale et solidaire, de l'insertion et autour de cette économie circulaire vont venir s'implanter. Donc, c'est un très grand bâtiment. Et donc, en se regroupant, en se trouvant au même endroit, comme c'est au centre de l'agglomération, ça va diminuer leurs charges, et beaucoup sont limités d'ailleurs dans leur espace. Donc là, on va retrouver une ressourcerie, on va retrouver une association de recyclage, de réparation et de recyclage de vélos. On va retrouver
une structure d'insertion qui fait l'entretien d'espaces verts, voilà. On va retrouver aussi une auto-école solidaire. Enfin, voilà, on est en train de construire ce projet-là. Donc, vous voyez, le côté vertueux aussi, c'est-à-dire ramener aussi, industrialiser des process d'inclusion, c'est aussi intéressant. Je pense que les entrepreneurs, on a cette qualité, quand on s'implique, quand on s'engage sur le territoire, eh ben de rendre plus efficient la mobilisation citoyenne dans les associations. Et parfois, ça tourne un petit peu en rond, mais quand nous, on se mobilise, on arrive à catalyser. Et je parle de mon expérience, mais je vois bien chaque fois que un chef d'entreprise de l'association se mobilise sur un projet, tout d'un coup, ça catalyse les énergies et ça les rend beaucoup plus efficaces. Et on a commencé un petit peu tout seul, mais au fur et à mesure, on a tellement de résultats, des choses extrêmement intéressantes, hein, des femmes de quartier qui ne pensaient pas avoir de la valeur sur le marché du travail, hein, donc sortaient pas de leur quartier, etc. On a amené la formation dans le quartier et au bout de 6 mois, elles intégraient, elles signaient un CDI, non, pas tout à fait. 6 mois, oui, à peu près. Elle a signé un CDI dans une structure, dans une entreprise de confection textile pour le luxe. Donc, et on en est à la 5e promotion, hein, donc ça fonctionne sans argent public au départ, du tout. On a tout monté comme ça. Donc, pour vous dire à quel point l'industrie qui a besoin de recruter, elle peut trouver des solutions aussi quand elle s'implique sur le territoire. Je dis souvent, c'est un peu mon modo en ce moment, on peut, pour toutes les entreprises qui disent on n'arrive pas à recruter, ou alors quand on pleure un peu trop, je dis arrêtez de vous plaindre des conséquences, agissez sur les causes. Et oui, mais c'est pas notre boulot, tout le monde dit. Oui, mais enfin, une fois qu'on a dit que c'est pas notre boulot, eh ben, on continue de pleurer. La question, c'est, on doit s'engager aujourd'hui. Il y a un désengagement de l'État, c'est indéniable, on le voit bien, hein, et les collectivités s'en rendent compte. Et bien, nous, entrepreneurs sur un territoire, si on dit bah, on est malheureux, on ne va pas changer grand-chose. Participons au changement, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Voilà. Voilà, donc on voit ça. Et donc aujourd'hui, les collectivités, vous avez vu, hein, elles financent l'écologie industrielle territoriale. Elles s'impliquent, elles ont, pour certaines d'entre elles, même adhéré à PRC3C. Et puis, comment est-ce qu'on viabilise ça sur le long terme, puisque c'était aussi un peu ta question, Vincent, bah oui, on a eu un financement de l'État, PTCE, ça nous a financé 2 ans, voilà, on a réussi à mettre en place des choses. Et sur le long terme, bah, c'est un peu une difficulté. Et puis, on a un risque aujourd'hui un peu fiscal, c'est-à-dire que PRC3C, c'est une association d'entreprise au départ. Et donc, dans le risque fiscal, c'est de dire, est-ce que vous êtes sûr que c'est de l'intérêt général? Parce que finalement, les entreprises, même indirectement, vont retirer bénéfice. Donc, voilà. Et donc, la solution pour ça, et d'ailleurs pour plus associer la collectivité d'ailleurs à la décision, pour être sûr d'être en conformité avec les politiques publiques, etc., eh bien, on vient de créer une fondation territoriale, on appelle la Fondation Gatinaise, et dont le propre, ça sera de financer des coopérations sur le territoire, qui va permettre d'acculturer, c'est cet effet de levier qu'on veut sur les coopérations sur le territoire, et qui va nous permettre de continuer cette action qu'on a du PTCE, c'est-à-dire de dire bah, comment est-ce qu'on crée des alliances, parce que les financements publics, on peut financer de l'ingénierie de projet, mais l'ingénierie d'alliance, qui est le travail en amont, qui fait que le temps qu'on passe pour que les structures se parlent et qu'elles se comprennent, parce que les associations ne parlent pas le même vocabulaire que les entreprises, qui ne parlent pas le même vocabulaire que les collectivités. Et ben, rien que ce temps de dire comment est-ce qu'on peut comprendre les motivations des uns et des autres, tout ça, ce n'est pas financé aujourd'hui. Cette fondation territoriale, c'est ce qu'elle veut faire. Et elle a été créée par 7 entreprises du territoire, des ETI du territoire, hein, Redex, qui doit être connu, je pense, Tout en camion aussi, hein, dont Stéphane Girard, le patron, a été président de DevUp, justement. Et puis des grosses PME. Hein, on a des entreprises du bâtiment, on a l'industrie de luxe, on a
On a différentes structures et puis on veut bien sûr élargir de plus en plus. Et on lance le 10 février, c'est une soirée de lancement, ce qu'on appelait la soirée de l'entraide, où avec la préfète de région et le président de région, et rencontre des entreprises, on essaye de convaincre sur l'intérêt du mécénat, parce que en fait, passer par la fondation, c'est aussi avoir la garantie que l'argent qu'on met dans cette fondation, il y aura un suivi de l'action dans les structures, et puis un retour. Et le retour, c'est aussi la mesure d'impact, quelque chose qui peut s'inscrire dans une politique RSE d'entreprise. Donc on est en train, c'est un peu, on fait des rapports RSE clés en main, et notamment, alors bon, même si la CRD a été mise un petit peu en stand-by, c'est quelque chose qui va, j'en suis convaincu, c'est le sens de l'histoire, hein, donc qui va revenir, et c'est aussi une façon d'aider les entreprises à avoir, au-delà de donner de l'argent à une association qui frappe à la porte, mais on ne sait pas à quoi ça va servir, c'est vraiment de dire, là, vous financez des projets, euh, vous pouvez avoir un suivi sur ces projets, vous aurez un retour, et puis vous pouvez valoriser votre action auprès de vos collaborateurs comme auprès de l'extérieur. Voilà, c'est un résumé rapide. Très bien, merci beaucoup Luc pour ce gros travail en tant qu'industriel et puis en tant que, je dirais, acteur majeur du territoire via cette fondation-là et SPTCE qui permet d'avoir tout un tas de synergies d'énergie des différents acteurs. Il me reste à vous remercier à toutes et à tous, remercier nos intervenants, le président Laurent, Déborah Sioux, Luc Bellière pour leurs interventions et je vous rappelle que ce webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube du Césaire. Je vous remercie beaucoup à tous et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.